Personne ne s'attendait à ce qu'elle dise ça, et pourtant, Wendy a tout balancé. Avant de commencer, une forte mise en garde aux spectateurs s'impose. Le contenu qui suit est destiné à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Ceci est le témoignage mot pour mot donné sous serment devant un tribunal fédéral, un témoignage qui secoue l'industrie du divertissement jusqu'à ses fondations. Dans un rebondissement que personne n'avait vu venir, celle qu'on surnomme la reine des révélations, silencieuse pendant des années, écartée par les médias, ciblée par des menaces, prend aujourd'hui la parole devant un jury. Mais son témoignage ne concerne pas qu'une seule personne. Il dénonce un système. Un réseau de protection, d'intimidation et d'abus, ancré profondément dans l'industrie de la musique et du divertissement. Lorsqu'elle entre dans la salle d'audience, ce n'est pas une star qui fait son apparition. C'est une survivante. Quelqu'un qui a été réduite au silence, méprisée, attaquée, mais qui revient des ténèbres avec la vérité comme seule arme. Elle ne cherche pas les gros titres. Elle ne cherche pas la vengeance. Elle veut que le monde entende ce qu'elle a dit depuis plus de 20 ans. Elle ajuste son micro. Sa voix est posée. Pas tremblante, mais déterminée. Je n'étais pas méchante. Je n'étais pas amère. Je n'étais pas menteuse. J'étais juste en avance. Elle commence à parler, et la salle devient silence. Devant elle, un empilement de transcriptions d'émissions, emails, preuves datées, chaque feuille racontant comment l'industrie a tenté de l'effacer. Année 2000. Elle raconte comment chaque mot prononcé contre une figure puissante lui coûtait cher. Un contrat de publicité perdu. Un passage en prime time retiré. Un appel d'un cadre furieux, toujours dans l'heure. Tu en fais trop. Tu vas te faire du mal. Elle raconte comment elle a été suivie, intimidée, harcelée, parfois même physiquement encerclée par des groupes envoyés intentionnellement pour la faire taire. Et pourtant, elle n'a jamais arrêté. Vous pouvez m'effacer des ondes. Me retirer des plateaux. Mais vous ne pouvez pas effacer la vérité. Et aujourd'hui, je suis sous serment. Et je vais parler. Quand on lui demande de décrire la culture d'impunité, elle change de ton. Et elle élargit la perspective. Ce n'est pas juste une personne. C'est tout un réseau. Ceux qui l'entourent. Qui sourit avec lui. Qui ferme les yeux. Son regard se fiche sur les jurés. Elle parle d'une jeune chanteuse, mineure, au centre de rumeurs depuis des années. Pourquoi un homme de 27 ans écrivait-il des paroles sexuelles pour une fille de 15 ans? Pourquoi la récupérait-il à la sortie du lycée? Ce n'est pas une signature artistique. C'est de la prédation. Elle cite des paroles, lit à haute voix. La salle se fige. Certains détournent les yeux. Et puis elle continue. Détaille un enregistrement supposé. Une cassette disparue après un cambriolage mystérieux. Coïncidence? J'en doute. Peu après avoir évoqué ce sujet à la radio, elle perd son émission la plus écoutée. On m'a traité de toxique. Mais aujourd'hui, on comprend que je posais juste les bonnes questions. Quand le procureur lui demande si elle a des preuves, elle hoche la tête. Des noms, des emails, des journaux d'appel. Tout est là. Ils m'ont diabolisé pour avoir dit ce que toute personne normale aurait dû demander. Puis elle lâche ce que personne ne voulait croire. Ces fêtes dont je parlais. Ce n'étaient pas de simples soirées. C'étaient des opérations. Elle continue. J'ai entendu parler de ces soirées depuis la fin des années 90. Ce n'étaient pas des événements sociaux. C'était organisé, planifié, verrouillé. Téléphone confisqué. Signature d'accord de non-divulgation à l'entrée. Lumière tamisée. Escorte à la bougie. Caméra dissimulée. Des gens assignés à des chambres. Ce n'était pas une fête. C'était un rituel. Elle fait référence à une invitée célèbre qui avait partagé son expérience en direct à l'antenne. La panique, la peur, les pressions sexuelles. Je savais qu'elle disait la vérité. Et j'ai passé cet extrait encore et encore. Parce que certaines vérités ne doivent pas être étouffées. D'autres témoignages s'accumulent. Elle décrit des invités sortant traumatisés, des poches de perfusion, des assistants médicaux sur place pour gérer les excès. Ce n'était pas de la débauche. C'était de la manipulation sous anesthésie. Elle présente une liste codée de témoins privés. Des alias. Mais leurs récits se recoupent avec ceux entendus au tribunal.
Puis elle revient sur un détail macabre qu'elle avait déjà évoqué comme une blague dans son émission. Les bouteilles d'huile pour bébé. Plus de 1000. Je ne l'ai pas inventé. On me l'a dit. Et j'étais la seule à oser le répéter à l'antenne. Elle regarde l'accusé. On y est. Ce n'est plus une rumeur. C'est une preuve. Ensuite, elle recentre son attention sur une jeune artiste qu'elle a toujours voulu protéger. Vous étiez fasciné par les diamants. Moi, j'ai vu la peur. Elle explique comment le contrôle absolu, les jets privés, les hôtels verrouillés, la surveillance numérique, tout était mis en place pour isoler. Ce n'était pas une relation. C'était une détention de luxe. Elle évoque des réactions subtiles filmées lors d'interviews, des gestes, des silences, des regards fuyants. Ce n'était pas du stress. C'était du traumatisme. Le procureur présente alors un tableau chronologique qui lie ses émissions aux événements légaux plus récents. On m'a dit qu'il pouvait débloquer sa porte d'hôtel. Qu'il arrivait sans prévenir. Qu'il contrôlait ses téléphones. Après avoir rendu ses faits publics, elle perd ses sponsors. Puis elle évoque un moment clé de 2018. Une intrusion. Une rupture définitive. Il n'avait pas besoin d'invitation. Il avait le pouvoir de faire bouger le monde autour d'elle. Elle décrit le modèle du prédateur protégé par l'industrie. Grooming. Isolement. Luxure comme illusion. Obéissance comme condition. Il ne l'aimait pas. Il la possédait. Et dès qu'elle s'est libérée, elle est devenue une menace. La salle reste suspendue à ces mots. Puis elle baisse le ton, mais pas l'intensité. On ne parle pas de ces hommes-là et on s'en sort indemne. Je le savais. Mais je n'imaginais pas à quel point il pouvait aller loin. Elle remonte en 2004. Elle est au sommet. Mais un avertissement brutal tombe. Arrête de parler de lui, ou alors. Une semaine plus tard, elle est éjectée de sa case horaire principale. Aucune justification officielle. Il ne faisait même plus semblant. C'était une punition. Des appels, des pressions. Elle les reçoit de partout, chef de label, promoteur, directeur d'antenne. Tu as été trop loin. Tu as visé le mauvais. Elle raconte ensuite une scène glaçante, presque agressée à la sortie de son studio par un groupe d'artistes qu'elle avait critiqué à l'antenne. Ils n'étaient pas venus par hasard. Ils avaient été envoyés. Elle revoit cette scène, fan plaqué aux vitres, son assistant en panique, son compagnon l'attendant en voiture. Un avertissement déguisé en confrontation. Ensuite, les désinvitations tombent. BET, VH1, MTV plus aucune invitation. Elle sort alors des emails imprimés, des attachés de presse mettant fin à toute collaboration avec son émission. Sur ordre du client, nous ne réserverons plus aucun talent pour Wendy Williams. Le client en question? Elle montre la page. Non en gras. Je n'étais pas la première à être blacklistée. Mais j'étais l'une des seules à crier. Elle regarde le jury. Voilà ce qu'il fait. Tu parles, tu perds tout. Ton micro. Ton argent. Ton nom. Mais moi, je n'ai pas plié. Elle évoque un autre moment clé. On vivait une époque très homophobe dans le hip-hop. Et j'ai osé dire que certains protègent des secrets en détruisant ceux qui les exposent. Elle cite son propre livre, publié en 2004, rempli d'avertissements voilés. Il disait que c'était du gossip. Aujourd'hui, c'est classé comme preuve. Elle parle d'un ancien artiste devenu lanceur d'alerte, qu'elle avait interviewé. L'interview? Disparu des archives. Chaque fois que j'essayais de donner la parole aux victimes ou aux témoins, il me coupait. Il me menaçait. Puis elle évoque quelque chose de plus dangereux encore. Il y avait une liste. Une liste non écrite. Des noms qu'on ne devait jamais prononcer. Et elle? Elle les a tous nommés. Et elle a payé. Elle baisse à nouveau la voix. Cette fois, elle ne parle plus d'un homme. Elle parle d'un système. Ce procès n'est pas le début. C'est la fin d'un camouflage. J'ai tiré la sonnette d'alarme pendant 20 ans. Maintenant, vous écoutez enfin. La salle est figée. Elle fixe les jurés avec une intensité glaçante. Vous croyez que c'est juste lui? Vous vous trompez. Derrière cet homme, il y a une tour. Construite sur la peur, sur le silence, sur les NDA,
les deals, et les poignées de main à 1 milliard. Puis elle lâche 3 noms. Des intouchables. Des icônes. Le choc est immédiat. Tyler. Oprah. Et tous ceux que vous n'étiez jamais censé entendre dans un tribunal. La salle se fige. Le procureur lui demande d'expliquer. Et elle le fait. Avec une clarté brutale. Il existe une liste à Hollywood. Pas écrite. Pas physique. Mais réelle. Une liste de ceux qu'il ne faut jamais défier. Sinon, tu disparais. Elle parle de confidences faites à Oprah. De promesses trahies. Je lui ai raconté mes traumas. Elle m'a dit qu'elle ne les utiliserait jamais. Et la semaine suivante, mon agresseur était sur son plateau. Elle décrit comment sa réputation a été démolie dans les coulisses. On faisait circuler mon nom. Instable. Infréquentable. Dangereuse pour le business. Un film emblématique sort. Elle ose critiquer. Elle est immédiatement effacée des listes d'invités. Plus d'invitations. Plus de médias. Silence radio. Une attachée de presse m'a transféré un mail par erreur. Objet, gestion de l'image, Wendy, Puff, Tyler. Ça suffisait. J'avais compris. Elle fixe la salle. Ce ne sont pas juste des stars. C'est une machine. Et cette machine écrase tout ce qui essaie de révéler ce qu'il y a derrière le rideau. Puis elle sort un dossier épais. Et tape sur la couverture. Ceci est une collection de NDA, de mets, de notes internes. Tout ce qu'ils ont tenté d'enterrer. Elle explique qu'elle n'a rien volé. Ce sont des anciens du milieu qui lui ont remis ces documents. Fatiguée. Usée. En quête de justice. Elle lit un NDA de 2007. Non masqué. Formulation glaçante. Le sujet accepte de ne divulguer aucun détail relatif à des rassemblements privés avec Monsieur C, ses invités ou ses associés. Toute violation pourra entraîner sanctions financières et représailles publiques. Elle lève les yeux. Des représailles publiques. Voilà jusqu'où ça allait. Puis un email d'un hôtel de luxe. La suite présidentielle a été préparée avec les éléments demandés, éclairage à la bougie, draps supplémentaires, mesures de discrétion. L'assistant de Monsieur C arrivera en avance pour la mise en place. Date, 2015. Cassie était encore avec lui. Vous croyez que c'était juste des soirées de stars? Non. C'était un programme. Financé. Orchestré. Nettoyé. Elle enchaîne les révélations. Elle parle de blogueurs, de managers, de publicitaires payés pour effacer la vérité et diffuser des contre-récits glorifiants. Un email ordonne explicitement à un rédacteur. Évitez toute mention des rumeurs récentes. Concentrez-vous sur ses actions philanthropiques. Puis, une photo est présentée comme pièce à conviction, une soirée de gala en 2019. 3 visages connus. Sourire figé. Réputation en béton. Il souriait, pendant que des femmes étaient payées pour se taire. Pendant que d'autres étaient détruites pour avoir refusé. Elle regarde le jury et révèle. Moi aussi, on m'a proposé un NDA. On m'a offert une émission en syndication. Un contrat télé. À une condition, ne plus jamais aborder ces sujets. Elle a refusé. Et elle a payé. Chèrement. Le silence qu'ils ont acheté a coûté à d'autres leur liberté, leur paix, leur vérité. Mais aujourd'hui, tout s'effondre. NDA après NDA. Le silence se fait plus profond. La tension monte. Elle s'installe, redresse son micro. Sa voix est calme. Implacable. Tranchante. Vous voyez un homme à la barre des accusés. Moi, je vois un empire de silence. Une tour érigée sur la peur. Elle désigne la table de la défense. À chaque fois que quelqu'un a voulu parler, cette tour l'a écrasé. Elle cite des noms restés muets, des témoins devenus fantômes, des alliés devenus ennemis pour avoir osé lever le voile. Certains l'ont vu. Certains ont encaissé l'échec. Et d'autres se sont assurés que personne ne poserait de questions. Et enfin, elle livre la phrase qui résume tout. On m'a appelée folle. On m'a appelée haineuse. Mais j'avais raison. Et je préfère avoir raison en enfer qu'être muette au paradis. Puis, elle le regarde. Celui qui est resté stoïque.
Tu pensais que j'étais fini. Tu pensais que ton pouvoir suffirait. Mais aujourd'hui, la vérité t'a rattrapé. Et j'espère qu'elle crie plus fort que jamais. Avant de quitter la salle, elle se retourne une dernière fois. Ce procès n'est pas la fin. C'est le début. Le début de ceux qui osent enfin nommer les noms. Le début des fissures dans le mur. Le début de l'effondrement. Et elle sort. Non pas en tant qu'animatrice. Non pas en tant que reine du buzz. Mais comme témoin. Comme voix qu'on ne pourra plus jamais réduire au silence.